Ça prend quelques secondes. Ok, peut-être qu'on est live. Bonjour à vous tous. On essaye de voir si vous nous entendez bien d'abord. Et n'hésitez pas de nous écrire les messages, vos messages, de partager la direct live. C'est juste pour voir si ça marche bien l'audio. Normalement, il y a toujours des problèmes. On est bien habitué, surtout c'est ma faute normalement. Donc, oui, il y a déjà quelqu'un qui est en train de se connecter. Ouais, là, donc ça devrait marcher bien. Et alors, bonjour à vous tous, encore, après l'essai que j'ai fait il y a 1 heure. Et j'espère que vous me entendez bien. N'hésitez pas à écrire les commentaires. Merci. Et comme vous le savez déjà, dans le cadre de l'organisation en direct pour parler de la Via Francigena, organisé une dizaine de rendez-vous et pour parler idéalement de la Via Francigena européenne. Et aujourd'hui, je suis particulièrement ravi, content de parler de la Francigena européenne avec deux intervenants très importants pour nous. Donc, Sophie Rossière, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Bien. Et bonjour à Julien Moulin. Bonjour. Je vais vous introduire Sophie et Julien. Et Christian Choulet, le troisième intervenant, il va nous rejoindre dans une quinzaine de minutes. Et alors, aujourd'hui, la chose la plus importante à communiquer de cet atelier rendez-vous, c'est la présentation du guide officiel de Canterbury au col de Grand Saint-Bernard. Donc, on va parler avec surtout Sophie et Julien. Et comme une petite introduction, après je laisse le relais à Christian Choulet, c'est pour parler de la Francigena européenne. Comme vous le savez, la Francigena, c'est un itinéraire certifié du Conseil de l'Europe, certifié en 1994 comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà, donc on fait partie de la famille des itinéraires culturels européens. C'est un itinéraire du dialogue interculturel, dialogue interreligieux. Et c'est un itinéraire de randonnée, de pèlerinage. Et l'Association européenne des Vieilles Francigena, c'est un petit peu le réseau porteur de cet itinéraire, et qui rassemble 180 communes, départements, régions, associations dans 4 pays, Angleterre, France, Suisse et Italie. Et en fait, parmi les projets qu'elle a amené l'association, sur lesquels a travaillé l'association récemment, il y a, voilà, vraiment celle-ci, un des projets les plus importants du guide, en collaboration avec Édition Favre, du Canterbury au col du Grand Saint-Bernard. Et comme vous le savez, la Francigena est dans une phase de redécouverte, on peut dire, et elle traverse des paysages splendides, des lieux d'accueil merveilleux et surtout, il constitue une expérience à vivre extraordinaire. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Sophie Rossier, que je remercie comme invitée. Et Sophie est la directrice de la grande maison d'édition Favre, basée à Lausanne. Et Lausanne, c'est sur le parcours de la Via Francigena en Suisse. Et en fait, bon, Sophie a parlé de ça, c'est une maison qui publie pas mal aussi d'autres topo guides sur la randonnée. Et donc, le parcours pour arriver au guide d'aujourd'hui, c'est un long parcours. Normalement, les choses ne sont pas tellement faciles. Là, maintenant, on va finalement réaliser la publication. Mais il y a été beaucoup de travail de relecture, travail de correction, vérification, et même sur le terrain. Après, Sarah Julien a parlé sur ce sujet. Mais alors, Sophie elle a joué un rôle extraordinaire, très important, décisif pour la réalisation de cet outil-là. Donc, Sophie, finalement, le guide dans la colonne randonnée Favre. Donc, je demande à toi d'introduire un peu Favre, maison édition Favre, et surtout un petit peu la petite histoire liée à la Francigena, la collaboration avec l'Association européenne des chemins Francigena. Oui, merci Luca, et merci à tous de nous écouter et de nous regarder. Effectivement, la maison d'édition Favre est située sur la Via Francigena et a une collection de guides. Et d'une manière générale, on favorise un peu le tourisme local et durable. On apprécie vraiment tous ces auteurs comme Julien
qui nous permettent de voir les beautés qui nous entourent avec des yeux un peu mieux ouverts. Et parfois, c'est bien d'allier aussi l'exercice physique, le dépassement. La plupart de nos guides sont accessibles à tout le monde. Et quand ils le sont un tout petit peu moins, il y a des précautions. On explique les étapes qui sont un peu plus difficiles. Julien l'a aussi fait dans la Via Francigena, il vous expliquera tout ça en détail. Mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose auquel on croit. On a donc une collection de guides différents sur les lieux mystérieux, les balades sensationnelles ou encore les lieux secrets de l'histoire romande. Donc c'est vraiment l'idée de se dire autour de nous, sans faire d'énormes déplacements, on a des endroits qui méritent de s'y retrouver, d'y emmener ses enfants, ses connaissances, ses amis de l'étranger. Et ben voilà, c'est un peu grâce à cette collection, grâce à notre distributeur aussi, Stéphanie Pellegrino de l'Office du Livre de Fribourg, que nous avons rencontré Julien, qui se présentera mieux que je ne peux le faire ultérieurement, mais en tout cas, déjà pour dire que c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la marche, l'accompagnement en montagne et les itinéraires. Et puis, on s'est découvert des intérêts communs. Et puis, bah, j'espère que la collaboration d'ailleurs va se poursuivre sur d'autres sujets. Et bah, c'est grâce à lui, en fait, qu'on a eu aussi le contact ensuite avec Luca Bucci et ses collègues de la Via Francigena, de cette association pour la valorisation des chemins de la Via Francigena. Moi, je suis sensible à ça parce que j'ai une formation d'historienne et puis c'est vrai que ça m'a. Puis j'ai étudié en Angleterre aussi, donc je ne connaissais pas Canterbury même, mais je trouve vraiment fascinant de se dire que c'est un livre qui nous permet de nous relier à l'Europe, en fait, à l'histoire. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux maintenant parler de livre plus concrètement. Voilà. Merci beaucoup pour l'introduction, Sophie. En fait, quelles sont les prochaines étapes? Maintenant, nous avons finalement le guide papier. Bon, et tout le monde, ils attendaient vraiment le guide papier. Est-ce que tu penses qu'il y aura aussi une version numérique ou quel est plutôt au niveau du marché l'importance de guide papier, numérique, un petit peu la tendance pour les randonneurs? Alors, le guide papier est vraiment central et puis c'est là qu'on peut vraiment voir aussi tout le travail, notamment de Anne Kumli, notre graphiste, Aline Lehmann, notre correctrice, parce que c'est vraiment tout un travail d'équipe. Puis après, c'est vrai qu'on se dit, valoriser ce beau travail sur d'autres supports, ça vaut la peine, surtout pour les guides, parce que finalement, ça s'use hein, quand on voyage, quand on consulte, on a peut-être envie ensuite de le prêter. Et puis si on a le guide numérique, on peut faire facilement une recherche pour retrouver tout de suite une étape, pour retrouver tout de suite un endroit, pour se dire ah, c'était comment cet itinéraire. Voilà, l'aspect numérique, il est peut-être un petit peu moins convivial, il y a moins ce côté feuilleté, papier, découvrir les pages les unes après les autres. Mais pour retrouver des éléments, c'est pratique. Au niveau du marché, c'est un marché qui est encore en train de se développer, mais qui dans le futur va prendre de l'ampleur. On s'habitue aux écrans, on peut même plus s'en passer. Ça remplace pas le livre, vraiment pas le livre papier, mais c'est un complément qui peut être utile. Donc c'est un projet qu'on va mener à terme tout prochainement. Merci Sophie. Je profite pour passer un bonjour à nos amis qui sont en ligne, Leslie, Martine, de l'office de Champlit, Gaëtan Tourné, notre vice-président de la Francigena d'Orsières, Rafaela, Edouard, donc si je comprends bien, il nous écrit du Brésil, donc je pense que c'est la personne qui vient de plus loin, Andrea, Céline, Paolo, et voilà, merci à vous tous d'être en ligne. Et Sophie, la dernière question, c'est par rapport à toi, tu aimes la marche, la randonnée. En fait, j'imagine que tu as déjà tout parcouru la Francigena de Canterbury avant. Non, je blague, c'est plutôt. Pas encore, non. Pas encore. Est-ce que tu as prévu, c'est pas la prochaine été, bon, à part le Covid, ou prochainement, de marcher un petit peu sur la Francigena, au moins en Suisse? Oui, alors en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tout un petit tronçon que je connais bien. Et Julien, peut-être que tu as deviné duquel il s'agit. C'est
Cossonay-Lausanne, évidemment, puisque nous sommes basés à Lausanne et que Cossonay, ben, c'est vraiment tout proche. J'avais d'ailleurs beaucoup de contacts avec cette commune parce qu'on avait édité un grand chef, Carlo Crisci, pour ne pas le nommer. J'avais aussi mes enfants qui étaient à l'école de musique à Cossonay. Donc c'est une ville qui est toute proche, qu'on connaît bien, et j'y vais souvent à vélo. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le bord de la Venoge fait partie de l'itinéraire proposé par Julien à l'étape 45. Alors, je confirme, c'est vraiment un très joli tracé au bord de la Venoge. Et je me réjouis de le faire dans toute sa longueur parce que j'avoue que j'ai plutôt fait Bussigny, Prévrange que depuis Vufflan jusqu'à ensuite pousser jusqu'à Lausanne. Mais en tout cas, c'est bien de connaître un petit peu la route parce qu'on se rend compte en fait de la longueur. D'ailleurs, je me suis amusée à estimer un tout petit peu ce tronçon. Je suis arrivée à peu près à 4 heures de temps. Peut-être qu'un pas exercé comme celui de Julien fera plus vite, mais ça vaut la peine aussi des fois de flâner, de s'arrêter, de faire quelques photos. Et puis sinon, j'aime beaucoup la région du Grand Saint-Bernard, alors pourquoi pas faire le dernier tronçon pour arriver aux frontières de l'Italie. Voilà. Ok, on attend les photos de ton pèlerinage Ouais. sur la Francigena et Julien, Christian et moi sont ravis peut-être de marcher ensemble. Je passe un bonjour alors à Christian, notre historien, qui est avec nous finalement. J'avais annoncé qu'il arrivait à 18h15 et parfait. Ben, Sophie, alors je te remercie beaucoup au nom de l'EVOF. Maintenant, la séance il va poursuivre avec Julien et Christian, auquel Sophie donne les relais. Donc, merci encore une fois, Sophie, d'avoir accepté l'invitation à nous rejoindre. Et bon, à très bientôt. Bonne route. On se revoit bientôt sur la Via Francigena. Avec plaisir, merci. Et merci pour l'invitation, Lucas. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Et alors, bienvenue, Christian. Et merci. On remercie encore à Sophie pour l'introduction qu'elle nous fait, pour nos partenaires, les partenariats avec Favre, c'est très important, c'est que c'était crucial pour arriver finalement à cet outil en papier. Et alors, on va continuer finalement pour parler du guide. On va en parler avec l'auteur, Julien Moulin. Merci Julien encore une fois d'être là avec nous. Et Julien, c'est dans son bureau à Volège, à 3, 4 ou 5 km de la Via Francigena, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas, Julien? Oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Je suis à 4 km de Sambranché, en fait. Okay. Le début de la montée vers le Grand Saint-Bernard. Et toi, Christian, tu as eu exactement que tu as plusieurs maisons en Suisse. Je suis perdu un peu maintenant. Sur les hauteurs de la Via Francigena, dans le Chablais. Non, mais c'est vrai que tu as toujours beaucoup de maisons et toujours sur la Via Francigena. Donc, le gardien de la Via Francigena en Suisse. Et alors, si vous êtes d'accord, Julien et Christian, on commence un petit peu notre aventure pour découvrir idéalement les lieux de la Via Francigena. On va parler un petit peu des étapes, des lieux mythiques qui sont sur la Francigena, surtout en Suisse, parce que la semaine prochaine, on va parler plutôt de la Francigena en France. Du Jugne, au col du Grand Saint-Bernard, en passant pour le lac Léman, des vignobles UNESCO, jusqu'à arriver au col du Grand Saint-Bernard, 2500 mètres. Donc, Julien, c'est l'auteur du guide. Il a fondé en 2016 Suisse Itinérance, mais après, sera Julien à présenter un petit peu plus et mieux que moi son petite histoire. Et Christian, historien, qui tout le monde de la Via Francigena connaît. C'est notre ambassadeur international, c'est notre Cristiano Ronaldo pour parler de foot. Et je te remercie, Christian, d'être toujours parmi nous, notre super supporter. Et voilà, Christian va raconter un petit peu plus d'histoire à niveau culturel et à partir aussi des merveilleux trésors de l'abbaye de Saint-Maurice. Mais tout d'abord, Christian, si tu es d'accord, on peut parler un petit peu d'histoire de la Francigena. 1000 ans d'histoire, les noms de la Via Francigena, ils viennent d'où? Et voilà, juste à toi d'introduire un petit peu plus les mots Francigena, que ce n'est pas tellement déjà simple à prononcer en français. Avec plaisir. Via Francigena, c'est vrai que c'est un itinéraire qui en soi est emprunté déjà depuis l'époque romaine, voire déjà avant, qui
aux confins de la Suisse, emprunte deux cols, à la fois le col du Grand Saint-Bernard qui fait la liaison avec l'Italie et le col de Joune qui fait la liaison avec la France. Et c'est un tracé qui était déjà emprunté par la voie romaine. Et ce nom de Francigena, il n'est pas attesté au nord des Alpes, donc il n'est pas nécessairement évident effectivement à prononcer pour les francophones ou les germanophones ou les anglophones. Et c'est un nom qui est attesté pour la première fois, sauf erreur, au IXe siècle en Toscane et qui désignait des routes qui étaient empruntées par les voyageurs, les pèlerins venant des territoires francs, donc des territoires du nord et de l'ouest de l'Europe et donc qui traversaient ces territoires actuels. En fait, il ne s'agit pas seulement d'une route de randonnée, parce que c'est une ancienne route de pèlerinage, une route de commerce, n'est-ce pas? Oui, c'est une route qui a une fonction aussi commerciale, d'échange aussi, une vocation militaire également. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que durant 2 millénaires, donc depuis l'époque romaine déjà, ces axes sont restés identiques. Ça reste des axes importants pour franchir donc ces deux chaînes de montagnes, à la fois le Jura et les Alpes, et puis pour traverser l'Europe. Donc vraiment, la Via Francigena s'inscrit dans une continuité avec toute la richesse aussi que ça peut lui apporter, la richesse culturelle de tout ce qu'il y a à voir en termes de paysages, de monuments et puis de rencontres aussi humaines, bien sûr. Et donc, en fait, a été redécouvert quand la Via Francigena officiellement à travers le parcours contemporain? Elle était redécouverte, je dirais, par étapes, d'une part dans la deuxième partie du XIXe siècle, lorsque le manuscrit qui est fondateur, parce que la Via Francigena, le tracé actuel officiel, est basé sur le journal de voyage de l'archevêque Sigéric, qui en 990 s'est rendu à Rome pour rencontrer le pape, pour se faire remettre le pallium, donc un attribut de l'archevêque, et en rentrant, par chance pour nous, il a noté les différentes étapes de son voyage de retour, donc les endroits où il s'est arrêté, ce qui nous fait 79 étapes depuis Rome jusqu'à la Manche. Et donc ce qui constitue vraiment la colonne vertébrale de notre Via Francigena actuelle. Et ce manuscrit, qui est conservé à la British Library à Londres, a été publié dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a été une première phase de redécouverte, et ensuite au XXe siècle, lorsqu'il a été effectivement classé parmi les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, ce qui lui a donné aussi une visibilité à laquelle contribue maintenant l'Association européenne de la Via Francigena. Ok, et merci beaucoup pour cette introduction dans ce truc. C'est très important d'encadrer la dimension européenne de la Francigena parce qu'il a toujours, surtout en Italie, de l'impression qu'il s'agit d'un itinéraire seulement italien ou italophone. Non, c'est un itinéraire qui parle 3 langues. Et est-ce que tu as marché entièrement la Francigena déjà ou pas? Christian, pas encore. Des étapes. Des étapes. Tout se fait par étapes, mais ce qui est important pour moi sur les étapes, c'est qu'il y a à boire et à manger. Tu es un pèlerin gourmand. Ah ben, je profite, on a parlé des itinéraires culturels, du programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, et je suis très content qu'il y ait parmi nous Michel Thomas-Penet, qui a nous laissé un beau message. Michel Thomas-Penet, qui est, vous le connaissez déjà très bien, était l'ancien directeur de l'Institut des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, un grand ambassadeur des itinéraires du programme et de la Via Francigena. Donc, salut Michel et merci de nous suivre et de nous soutenir. Et Julien, je pense que c'est le moment de commencer à parcourir un petit peu, idéalement, virtuellement, la Francigena, mais d'abord, je demande à toi de parler un petit peu de ton expérience personnelle, parce que toi, tu aimes la marche. Derrière à toi, je vois qu'il y a un certain nombre de guides. Donc, c'est pas seulement le guide de la Francigena. Vous avez déjà édité, comme Swiss Itinérance, d'autres guides pour la randonnée. Et donc, une petite introduction sur toi, sur Swiss Itinérance, et après, sur le projet du guide et le parcours que tu as fait, combien de jours, mois, tu as marché au pied en vélo sur la Francigena. Merci Luca, salutations à Christian, bonjour à tout le monde, merci d'organiser ce live, c'est très intéressant. Moi je suis un passionné de la montagne, je pense que cette circonstance de dire que j'ai le virus de la montagne, un virus assez sain que j'aimerais bien transmettre aussi fort que l'actuel virus qui traverse notre Europe, et je randonne sur nos sentiers de montagne dans les Alpes depuis près de 30 ans. J'ai découvert à peu près toutes les Alpes du Cervin à la mer et effectivement en 2016 j'ai voulu transmettre cette passion de la randonnée par de l'écrit, par du guide, aussi avec un collègue accompagnateur en montagne qui s'appelle Jules-Henri Gabiot, et depuis 2016 on a édité 20 guides de randonnée,
peut-être très lié aux Alpes, très lié à la montagne, parce que ça nous correspondait bien. Une des belles écritures qu'on a fait, c'est la grande traversée des Alpes, qu'on a fait avec la télévision suisse romande, donc qui nous laissait quelque chose de très local, dans le cadre de l'émission aussi Passe-moi les jumelles. Et voilà, est venue un jour cette opportunité, aussi parce qu'on est sur le chemin, d'écrire quelque chose sur la Via Francigena. L'aventure, elle a débuté en 2017, où je me suis dit, tiens, on peut mettre un petit peu en évidence le parcours de la Via Francigena en Suisse. Et à ce moment-là, je l'imaginais avec un départ de Besançon, qui faisait un vrai relais entre la France et la Suisse. Et je suis parti en 2017 de Besançon, j'ai fait mon premier tronçon jusqu'à Lausanne. Et voilà, au fil des rencontres, je me souviens d'une rencontre très sympathique chez vous en Italie. On a commencé à discuter un petit peu des possibilités de le faire connaître au-delà peut-être de ce simple tronçon de Besançon au Grand Saint-Bernard. Et comme il y avait cette version italienne avec Terre di Mezzo qui fait Grand Saint-Bernard à Rome, voilà, est venue l'idée de se dire, partons de Canterbury, allez, point de départ, kilomètre zéro, et on vient jusqu'au Grand Saint-Bernard. Ça a pris du temps, c'est plusieurs voyages, je crois que je dis souvent que la randonnée, c'est un peu l'hymne à la lenteur. Et voilà, j'ai pris le temps d'être lent, de découvrir ces villages, de découvrir ces régions. Il y a 43 étapes sur l'Angleterre et la France, une étape sur l'Angleterre, 42 sur la France et 9 dernières sur la Suisse. Et voilà, je crois qu'il faut être un petit peu passionné pour faire ça. J'ai été suivi dans cette démarche par les éditions Favre, par vous, l'Association européenne de la Via Francigena, et je me réjouis vraiment qu'aujourd'hui on puisse publier ce guide, et j'espère qu'il se fera connaître au mieux et que plein de gens auront envie de prendre le train pour aller à Canterbury et commencer ce pèlerinage magnifique. Merci Julien pour l'introduction. Tu as déjà parlé un petit peu au niveau technique du guide, les étapes, la carte, la liste. Il y a dedans la liste des hébergements. Il y a déjà une question et je remercie Céline qui a posé cette question. Céline est passionnée de randonnée. Elle a déjà marché plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle va intervenir avec nous d'ici quelques semaines. Et elle pose une question. Je pense que toi, tu es la personne qui pourrait répondre à Julien. Je pars l'année prochaine avec mon fils de 8 ans et les passages des Jura et des Alpes me font un peu flipper. Est-ce que ces étapes sont très difficiles? Alors, les étapes du Jura, pour commencer, donc quand on part de Pontarlier, on monte sur les Fours et ensuite sur le col de Jougne. C'est vraiment très, très joli. C'est de la moyenne montagne. C'est le Jura dans son image qu'on peut avoir. Et ça, il n'y a pas de crainte à avoir, même avec un enfant de 8 ans. L'ascension du col du Grand Saint-Bernard, c'est un peu pour moi qui aime la montagne, cette montée depuis Martigny, c'est 2000 mètres de dénivelé. Bien sûr, c'est du dénivelé, mais il n'y a aucune difficulté technique. C'est toujours sur du sentier, c'est toujours agréable. Et puis, si les étapes sont un peu longues, dans toute la démarche de montée de Martigny au Grand Saint-Bernard, on pourra écourter son parcours avec le train ou le bus. Donc, il faut vraiment y aller sans inquiétude. Et petite note personnelle, mais quand on arrive au col du Grand Saint-Bernard avec sa fille de 8 ans, on n'a plus besoin de s'en occuper parce qu'il y a des chiens du Saint-Bernard, il y a un musée. Et là, elle va avoir les yeux écarquillés, ça sera juste magnifique. Toute la montée sera tellement méritée, il n'y a pas de souci à se faire. Et en fait, j'ai pris note que Leslie, la responsable de développement de la Francigena en France pour les web, vient d'écrire « Je voudrais aussi essayer avec mon fils qui va 7 ans l'année prochaine. On peut faire un mère-fils. » Donc, c'est noté, Leslie. On va pas oublier. Donc, nous attendons tes photos sur la randonnée. Je suis sûr que ce sera très, très, très sympa. Alors, je regarde si notre question, ça nous a écrit Aurélie. Céline en a un de mes projets, intégrer mes enfants dans les randonnées. Voilà, merci Céline pour la question aussi que tu as posée et relancée. Merci Aurélie. Et Julien et Christian, si vous êtes d'accord, on peut commencer un petit peu notre voyage à partir
de l'entrée en fait en Suisse, que c'est à partir du col de Jougne, et l'arrivée en fait en Suisse, un des lieux magnifiques, plus importants que c'est l'abbaye des Romains-Moitié. Donc à toi, à niveau technique, Julien d'introduire un peu et Christian à toi de donner un petit peu plus d'infos historiques. Effectivement, le passage du col de Jougne, ça fait 42 étapes que vous marchez dans les grandes plaines des Hauts-de-France, du Grand Est. Enfin, on est dans vraiment un climat de pèlerinage. J'ai vu que quelqu'un commentait, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense qu'on est vraiment dans quelque chose, voilà, cette ode à la lenteur sur ces premières étapes. Et tout d'un coup, on monte. On monte vers ce col de Jougne et voilà, on passe près de ces beaux châteaux. C'est l'ascension en soi et c'est une vraie satisfaction d'arriver à un col parce que quand on arrive au col, on voit ce qu'il y a derrière. Et ça donne encore une plus grande dimension à ce pèlerinage. Et effectivement, quand on a l'arrière-col, quand on est derrière ce col, et bien on descend et on arrive dans cet univers incroyable de Romain-Moitié avec son abbaye. Bien plus qu'un paysage, c'est toute une histoire et je pense que c'est un relais facile pour Christian. Effectivement, c'est vrai que le col de Jougne en soi est un lieu vraiment important, mais déjà à l'époque romaine, la voie romaine passait par ce col de Jougne, et c'est un col qui était aussi emprunté pour le transport du sel. Parce que les cols du Jura ont joué un rôle très important dans l'approvisionnement d'une partie des cantons suisses en sel, du sel qui était l'une des ressources principales de la Franche-Comté, notamment avec les salines de Salins, actuellement Salins-les-Bains, Arc-Senan, mais aussi Lons-le-Saunier au Montmoreau. Et donc des convois énormes de sel traversaient le Jura pour ravitailler les cantons suisses. Et juste après le col de Jougne, au-dessus de Balègue, on a encore des vestiges d'une voie à ornières avec des ornières pour les roues des chars et qui servaient entre autres au transport du sel. Donc, on voit la superposition aussi de ces voies, à la fois voies de pèlerinage, mais aussi voies commerciales. Et puis ensuite, bien sûr, après Balègue, on traverse les gorges de l'Orbe qui sont magnifiques pour arriver à Orbe, qui était une étape historique aussi, où s'est arrêté Sigéric, et des étapes qui étaient aussi déterminées souvent par le franchissement des cours d'eau, et notamment, dans le cas présent, l'Orbe. Et ensuite, on arrive à Romain-Moitié, qui est un lieu vraiment emblématique, qui fait partie des plus beaux villages de Suisse, et puis qui est un lieu aussi particulièrement intéressant parce que c'est l'un des plus anciens monastères de Suisse qui ensuite a été converti à la Réforme, un lieu qui est juste extraordinaire au niveau esthétique également. Et puis c'est là aussi que se rencontrent 3 itinéraires du Conseil de l'Europe, 3 itinéraires culturels, donc bien sûr la Via Francigena et aussi les sites clunisiens, et puis le sentier des Huguenots qui remontait depuis le sud, notamment des territoires de la France, vers le nord de l'Europe. Donc un lieu d'une très grande richesse, à la fois au niveau culturel, mais aussi au niveau esthétique, dans un environnement tout à fait privilégié sur les premiers contreforts du Jura. Alors, nous avons parmi nous Fabrice Deico, que peut-être que tu connais, Christian, et c'est l'ancienne maire syndic des Romains-Moitié, et lui aussi, c'est un vrai ambassadeur de la Francigena et des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Donc, voilà, bonjour Fabrice. Et Julien, il y a une question que te pose Gaëtan. Julien, quel est ton meilleur souvenir de ton périple entre Canterbury et le Grand Saint-Bernard? Oui, c'est évidemment la question piège, il l'a très bien préparée. Oui, ça c'est Parce que clair. Si tu as un meilleur souvenir sur 52 étapes, eh bien, évidemment, ça va faire 51 jaloux. Moi, j'en citerai quand même 2 parce que le départ de Canterbury, c'est quelque chose de très fort. Quand tu passes devant cette pierre marquée du kilomètre 0, ben, ça te donne les premiers frissons de ce que tu aimerais avoir à l'arrivée. Même si mon périple s'est terminé au col du Grand Saint-Bernard et pas à Rome, ben c'est très fort ce kilomètre 0. Et puis, un clin d'œil parmi tant d'autres, je crois que j'ai vécu un très grand moment pour moi de profondeur, de réflexion. Je suis resté 1h30 au sommet du mont de la Fourche. C'est l'étape 24. C'est juste avant de redescendre sur Vitry-le-François. Peu importe si c'était le plus beau ou le mieux, mais c'était un moment fort pour moi parce que voilà, je pense que j'en avais aussi un peu plus de fatigue ce jour-là et beaucoup de pensées sur moi, sur ce que tu fais. Tu te dis finalement, mais je vais où? Et je suis là, je suis à peu près à la moitié et tu te dis, ben, finalement, tout ça c'est derrière, tout ça c'est devant et voilà, tu t'imprègnes. Et je pense qu'à ce moment-là, je suis devenu un petit peu pèlerin.
alors que j'étais peut-être encore montagnard quelques étapes plus tôt. Mais voilà, ce Mont de la Fourche, c'est un moment fort et je vous souhaite de le ressentir quand vous arrivez au pied de cet arbre-là qui domine Vitry-le-François. C'est très fort. Et une autre question, Julien, c'est à pied ou en vélo? La Francigène en Suisse, par exemple. Bon, la plupart des pèlerins, des marcheurs, ils font la Francigène à pied, mais il y a aussi une 20%, 25% très passionnés qui font la Francigène en vélo. Est-ce que c'est très dénivelé, la partie suisse, compliquée de la faire en vélo? Je dirais les 52 étapes peuvent se faire en vélo. On a toujours des petites variantes. La partie française se prête très bien en vélo. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'avènement du vélo électrique, on peut redécouvrir la Via Francigena d'une autre manière. Et c'est vraiment une bonne solution de le faire. On peut prendre ce guide et on fera peut-être 2 à 3 étapes par jour, mais on aura un vrai suivi quasiment identique. Et le vélo électrique se prête certainement très bien. Pour le vélo de course, on n'est pas du tout dans cette notion. J'aimerais juste faire une petite parenthèse encore. Tout à l'heure, vous parliez de Romain Mottier. Alors moi, ça a été un petit coup de cœur en arrivant en Suisse, Romain Mottier. Peut-être que je ne connaissais pas vraiment. Le virage par orbe est très bien, mais dormir à Romain Mottier, c'est quelque chose aussi de très prenant. Et puis je pense que quand on est pèlerin avec une foi, quelle que soit notre foi, ça vaut la peine de s'y arrêter. Alors c'est vrai que c'est aussi une opportunité quand on descend du col de Jougne, de s'arrêter aux abords de l'abbaye et peut-être même d'y passer une soirée et la nuit. Ok, merci. On va continuer un petit peu notre voyage virtuel. Donc, la deuxième étape on a pensé de diviser en 4 étapes un petit peu le voyage de la Francigène en Suisse. C'est plutôt les lacs Léman et les vignobles du Lavaux, patrimoine UNESCO. Une autre étape, longue étape extraordinaire. Donc, à toi la parole, Julien, pour introduire cette tronçon du parcours. Oui, alors on change de paysage. On a décidé de couper nos tronçons en 4, là sur la Suisse. On change de paysage quand on aborde le Léman. Ça fait du bien de voir de l'eau aussi. Je pense que c'est aussi très reposant. Et voilà, le vignoble du Lavaux, il est au patrimoine de l'UNESCO. C'est toute une histoire de cette Suisse protégée. On a toujours l'image de la Suisse un petit peu chère et toujours l'image de la Suisse un peu trop propre ou très propre. Et ben là, vous avez en tout cas l'image d'une Suisse très propre. Et ce passage de la Riviera, de Lausanne à Vevey, Vérègue, les Saint-Maurice, c'est vraiment très reposant et c'est très, très frais comme randonnée. Ça sera très accessible. Oui, parce qu'en fait, tu parles on parle des hébergements, que c'est un point très important pour les pèlerins, pour les randonneurs. Et oui, il y a pas mal de pèlerins qui disent, oui, moi j'arrive à Pontarlier, après je prends les trains et voilà, je vais prendre à Ast, parce que la Suisse c'est cher. Mais en fait, Gaëtan Tournay, il peut aussi intervenir, il peut bien dire que c'est vrai qu'il y a aussi les paroisses, et toi aussi, Christian, si tu peux intervenir, paroisses catholiques ou protestants, qui hébergent régulièrement les pèlerins, n'est-ce pas? Oui, ce qui est important de manière générale, pardon. Vas-y, Christian. Ce qui est important de manière générale, c'est aussi de contacter les offices du tourisme. Certains offices du tourisme ont des listes, par exemple, de particuliers qui sont prêts à accueillir des pèlerins, des randonneurs, mais qui ne souhaitent pas que leur liste soit publiée, que leur numéro soit publié. Donc c'est vraiment important de contacter les offices de tourisme, mais aussi les paroisses, comme tu disais, autant catholiques que protestantes, qui souvent ont des lits aussi à disposition, et puis parfois aussi les communes. Et c'est peut-être des numéros qu'on ne trouvera pas sur des sites internet ou sur des listes officielles. Donc c'est important ce contact téléphonique avec les gens qui connaissent le mieux le territoire sur place. Oui, et moi j'aimerais casser un petit peu l'image de la Suisse chère. La Suisse chère, c'est évidemment le café qui n'est pas à 1 euro ou 1,20 €, mais dans les hébergements que vous allez trouver et que j'ai trouvé tout au long du parcours de Jougne au col du Grand Saint-Bernard, comme l'a dit Christian, si on veut vraiment quelque chose de très abordable, on va contacter peut-être une paroisse, on peut contacter un office du tourisme, mais aujourd'hui la plupart des hébergements hôteliers de 1 étoile, 2 étoiles, ils ont l'habitude d'avoir des pèlerins et il y a des tarifs pour les pèlerins, il y a des conditions spéciales, ils sont toujours bienvenus et de très proches. Je connais bien à Orsières et à Bourg-Saint-Pierre
la manière d'approcher le pèlerin, et je crois que vous pouvez venir confiant et vous n'allez pas devoir débourser des centaines de francs. Vous allez être dans les mêmes tarifs que dans les villes de France que j'ai traversées. Oui, merci, Julien. Et Christian, cette magnifique photo, nous sommes où exactement? Je reconnais pas ce château, il n'est pas très connu. Non, c'est le château de Chillon qui est Chez toi, un château ton château? de Chillon sur le Léman, qui est un château emblématique, souvent photographié dans l'autre sens, où on voit derrière les Dents du Midi, donc des sommets alpins qui font vraiment partie aussi de cette imagerie traditionnelle de la Suisse, qui s'est popularisée aussi à partir du XVIIIe siècle au travers de nombreuses gravures. Et ce qu'on peut dire à propos des Alpes aussi, c'est que la première fois qu'on les voit, c'est lorsqu'on a franchi le Jura. On a ce panorama alpin qui se déploie devant nous et on va se dire, bah, c'est la prochaine étape. Ce qui nous attend, la prochaine étape après avoir franchi le Jura, c'est franchir les Alpes. Et on s'en approche progressivement en longeant le Léman, où là, on a un contraste magnifique. Donc, on traverse les vignobles de Lavaux, Vevey aussi, qui était un point important. C'est là que se rejoignaient aussi les deux routes, la route qui venait du Jura et la route qui traversait le plateau suisse, donc qui venait depuis les territoires germaniques. Et puis en face, on a la côte du département de la Haute-Savoie avec Évian qui est juste en face. Et puis les sommets. Donc là, on a aussi une vue du Léman qui est prise depuis l'extrémité du Léman, depuis Villeneuve, qui regarde en direction du Jura. Donc des paysages juste extraordinaires. On a à la fois le lac, les sommets qui culminent à plus de 3000 mètres qui nous entourent. Et puis aussi, on peut quitter la Via Francigena en passant au niveau de Vevey, au Montreux. Il y a de nombreux chemins de fer à voie étroite qui permettent de partir sur les hauteurs, notamment je pense aux Rochers de Nez, qui sont à plus de 2000 mètres, où là on a un panorama absolument éblouissant. Donc des fois ça vaut la peine de quitter la Via Francigena et de faire des petits écarts. Non, merci. Bah, en fait, ces images-là, cette photo-là, ils font vraiment rêver. C'est tellement magnifique, tellement beau que ça donne vraiment envie de s'immerger dans la nature en Suisse. Et à peu près, ça, si je ne me trompe pas, Julien, 11 étapes, ils sont en Suisse le long de parcours, n'est-ce pas? Oui, alors de Joune au col du Grand Saint-Bernard, on a référencé en 9 étapes. Et voilà, on peut peut-être en couper une ou deux si on veut gagner un petit peu de temps, mais toutes les étapes valent la peine. Je n'en recommanderais pas plus les unes que les autres. Tout à l'heure, on avait cette question avec les enfants. Ben, peut-être voilà, la montée de Martigny au Grand Saint-Bernard, on fera une étape en train. Parce que c'est aussi un voyage intéressant de monter avec ce petit train de montagne vers le village d'Orsières. Ok, je profito di passare un buongiorno a Stefano Rinovi. Ciao Stefano, molto interessante il percorso svizzero. Stefano è un grand passionné du mountain bike, vélo, et il connaît très bien parcours toute la Francigena italienne. Et il nous informe que bientôt, il va bien parcourir la Via Francigena en Suisse. En fait, cette image-là, ça donne envie de se mettre sur la route. Et Julien Christian, on va parler du troisième chapitre. C'est un petit peu l'arrivée dans les Alpes, un nouveau paysage. Et voilà, là, il y a vraiment un trésor à découvrir. Donc, au niveau technique, je laisse à toi la parole, Julien, et à toi, Christian, pour donner quelques infos historiques. Au niveau technique, il n'y a rien à dire. On remonte le Rhône. Le Rhône, il est connu parce qu'il fait de Lyon à Marseille, mais le Rhône, il prend sa source en Valais, et là, il se jette dans le lac Léman, justement. Et là, on va le remonter de Aigle à Martigny, et on va passer par ce lieu incroyable, l'abbaye de Saint-Maurice. Et là, bien plus qu'un aspect technique, on va écouter l'historien. On peut dire que c'est des paysages qui ont été appréciés déjà de longue date, qui ont été décrits, qui ont inspiré notamment Jean-Jacques Rousseau. Sa nouvelle Héloïse se déroule sur les bords du Léman, Vevey, Méry. Et donc, on peut penser aussi à George Byron, beaucoup d'artistes aussi, de peintres qui ont peint ces paysages, donc vraiment des lieux inspirants. Et puis, cette approche aussi progressive de la montagne, lorsqu'on arrive dans la plaine du Chablais, à partir de Villeneuve, on se rapproche de ces sommets. Et puis, on traverse des lieux aussi chargés d'histoire, mais comme Villeneuve, qui avait un hospice aussi qui était dédié aux pèlerins, fondé au XIIIe siècle par la famille de Savoie. Ensuite, on a Roche, où on a encore un ancien hospice qui faisait partie de celui du Grand Saint-Bernard. On a un musée suisse de l'orgue à l'intérieur, et puis Aigle ici qu'on a à l'image avec ses vignobles. Donc, il y a une progression, et puis un coup d'œil magnifique sur ces montagnes environnantes. Je parlais des Dents du Midi, des Dents de Morcle aussi, où on a des couchers de soleil absolument extraordinaires, avec les montagnes qui sont roses en fin de journée, alors que la plaine est déjà dans l'ombre. Donc, cette progression qui se fait vraiment, voilà, de manière douce. Et puis des sites comme l'a dit Julien aussi, parmi les plus extraordinaires, c'est l'abbaye de Saint-Maurice. L'abbaye de Saint-Maurice a été fondée en 515 par le futur roi burgonde Sigismond,
et c'est de nos jours le plus ancien établissement monastique d'Europe, voire peut-être même de la chrétienté, qui est toujours en activité. Il n'y a jamais eu d'interruption dans la vie religieuse depuis 515 jusqu'à nos jours. Donc l'abbaye a fêté son 1500e anniversaire en 2015, et c'est un site extraordinaire, à la fois historiquement, mais aussi au niveau spirituel, bien entendu. On peut visiter, il y a un site archéologique où on a toute l'évolution de ces lieux, parce que, par chance pour nous, l'abbaye était affectée par des chutes de pierre, si bien que l'orientation de l'église a été modifiée, et le site archéologique est maintenant à ciel ouvert, protégé par une grande toiture, et puis un trésor aussi d'art sacré qui est absolument magnifique. Donc un site incontournable. Et puis depuis Saint-Maurice, on peut aussi monter, il y a une petite chapelle, la chapelle Notre-Dame-du-Cé, qui est séparée de la plaine d'environ 500 marches, mais c'est aussi un lieu de pèlerinage qui est un petit peu hors du temps. Donc ça fait vraiment partie de ces petits trésors cachés. Donc on a ici une vue du site archéologique de l'abbaye de Saint-Maurice, et qui est vraiment un lieu fort, un haut lieu, disons, de la Via Francigena, et en soi un lieu de pèlerinage, puisque Saint-Maurice est, selon la tradition, le lieu où le légionnaire Maurice et ses compagnons ont été mis à mort, ont été martyrisés en raison de leur foi chrétienne. Et en quittant Saint-Maurice en direction de Martigny, on a la chapelle des martyrs qui est à Vérolier, qui est le lieu où aurait eu lieu le martyre de Saint-Maurice et de ses compagnons. Donc vraiment des lieux historiquement très très forts. Et puis quand on continue entre Saint-Maurice et Martigny, on a une cascade emblématique, la cascade de la Salanfe, mais qui a reçu le nom de cascade de la Pisse Vache en raison de son débit, mais un lieu qui a aussi inspiré de grands artistes, et notamment Goethe, qui l'a décrite lors de ses voyages en Suisse. Merci. J'ai un super souvenir de Saint-Maurice, que c'est la raclette. C'est aussi un bon souvenir, effectivement. Non, c'est magnifique le trésor. L'abbaye, en plus, si je ne me trompe pas, c'est vraiment au milieu. Non, comme il a toujours nous rappelé l'ancienne abbé José Roduit de l'abbaye de Saint-Maurice, en fait, avec beaucoup de passion. Il disait, voilà, Saint-Maurice, c'est au milieu de la frontière européenne Canterbury-Rome. Et voilà, mais c'est vraiment un lieu extraordinaire, surtout pour les pèlerins qui arrivent et ils commencent à voir la fin du parcours suisse. Et c'est un lieu plein de émotions, esprit, et ça donne vraiment la possibilité de se reconnecter avec la dimension spirituelle du parcours. Et donc, on va continuer. On a passé finalement l'abbaye de Saint-Maurice et on va se rapprocher au col du Grand Saint-Bernard, lieu mythique, incontournable. Et on arrive à 2400-500 mètres. 2400-2500 mètres. Donc, j'imagine, c'est pas tellement simple, Julien, de monter, de grimper jusqu'à la montée. Non, c'est pas simple, mais quand le pas est habitué depuis quelques semaines, ça va bien passer. Avant de débuter cette montée vers le col du Grand Saint-Bernard, on passe par une ville qui s'appelle Martigny, qui a quelques points phares, et je pense qu'on peut quand même citer cette magnifique fondation Gianada. On peut aussi citer le musée des chiens du Saint-Bernard. C'est la première fois qu'on peut voir ces fameux chiens du Saint-Bernard qui nous attendent au col durant toute la saison estivale. Et voilà, je pense que c'est un peu cet incontournable, Martigny, au coude du Rhône. C'est là où le Rhône fait un grand virage pour rejoindre le lac Léman. Cette montée vers le col du Grand Saint-Bernard, c'est une ascension. Et je pense que dans cette Via Francigena, c'est la seule opportunité de grimper, d'être un peu montagnard sur des chemins faciles. Et là, j'invite vraiment le randonneur à faire cette démarche de montée, cette démarche d'ascension, qui va d'abord débuter par des sentiers faciles en forêt jusqu'au village d'Orsières. Ensuite, on sent le souffle déjà un petit peu plus faible. On va passer 1000 mètres d'altitude, on va atteindre le village de Lyde et on va dormir à Bourg-Saint-Pierre. Et un petit peu le dernier rempart avant d'atteindre le col du Grand Saint-Bernard. Dès lors qu'on passe le village de Bourg-Saint-Pierre, on va passer près du barrage des Toules, on atteint les 2000 mètres d'altitude. C'est des paliers, c'est un peu comme si on était un montagnard à aller gravir notre Everest. Et voilà, quand on quitte le barrage des Toules, et là on s'enfonce dans une grande combe qui s'appelle la Combe des Morts. Ça s'invente pas. Et on arrive à l'hospice du Grand Saint-Bernard, on a les photos là.
Et là, ce sera un très grand moment. Je crois que voilà, c'est une première fin, c'est un premier chapitre de cette Via Francigena qui s'écrit et personne ne restera insensible à ce passage du col du Grand Saint-Bernard, qui est un lieu mythique, plein d'histoires. Et pour l'histoire, je passe la parole à Christian. Christian, en plus, je te demande si tu peux mettre un focus sur le musée de Champs-Saint-Bernard, que tu connais très bien, tu as travaillé là-bas, et c'est extraordinaire. En plus, l'histoire de Champs-Saint-Bernard, c'est quelque chose d'incontournable à niveau vraiment mondial, et c'est très beau de connaître cette histoire. Je vais d'abord confirmer ce que dit Julien, qu'on ne peut pas rester insensible au franchissement du col du Grand Saint-Bernard. Même en habitant à proximité, en étant de la région, dormir au col du Grand Saint-Bernard, c'est une expérience. On est hors du temps, c'est totalement magique. Surtout le soir, lorsque tout se calme, il n'y a plus de trafic, plus de voitures, on est presque seul au monde. Avec le lac et cette sérénité, et puis le matin très tôt avec une petite brume sur le lac, on se réveille, on n'a que les montagnes en face, l'air et le silence, et c'est vraiment une expérience unique, même en habitant à proximité. Et effectivement, cette montée au col du Grand Saint-Bernard, elle s'inscrit aussi dans l'histoire, parce que le col du Grand Saint-Bernard est un passage emprunté aussi depuis la préhistoire. Parmi les personnages les plus célèbres qui l'ont emprunté, il y a eu un nombre de rois, d'empereurs, un nombre incalculable, mais aussi Napoléon, surtout en 1800, le général Bonaparte avec son armée de réserve, donc près de 40 000 hommes qui ont franchi ce col du Grand Saint-Bernard. Et parmi les soldats de Bonaparte, un certain nombre ont écrit des lettres. Il y a une lettre qui est notamment exposée justement à la Fondation Barry, au Barry-Land d'à Martigny, dans des soldats qui décrit son périple pour traverser ce col et qui parle des chiens qui accueillent les voyageurs au col du Grand Saint-Bernard, donc ces fameux chiens Saint-Bernard qui ont été utilisés très longtemps pour aider les chanoines, pour aider les religieux à sauver les gens qui étaient victimes d'avalanches ou qui étaient en difficulté sur ce parcours qui, partant disons, de neige peut être relativement difficile parce qu'on peut avoir un grand soleil et puis une température relativement clémente en plaine et puis à 2000 mètres, il peut neiger. Donc c'est vrai que c'est une expédition en soi. Et Martigny a vraiment ce rôle, comme disait Julien, ce rôle important de carrefour. C'était une ville romaine aussi importante où on peut voir un amphithéâtre qui est juste à côté du musée des chiens du Saint-Bernard. On peut voir aussi un tracé de la voie romaine, donc là aussi qui inscrit la Via Francigena dans une dimension historique. Et puis ces chiens qui sont attestés depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui sont devenus aussi emblématiques de cette région des Alpes, emblématiques du Valais, emblématiques du Grand Saint-Bernard et aussi de la Suisse, et puis qui font partie aussi du patrimoine immatériel de l'UNESCO dans le cadre de la gestion du risque des avalanches, qui est une reconnaissance UNESCO qui comprend entre autres la Suisse et l'Italie et d'autres pays alpins. Et puis donc ces chiens, on peut les voir effectivement à la Fondation Barry à Martigny, qui maintenant n'ont plus de vocation de sauvetage comme chiens d'avalanche, mais des vocations sociales comme chiens entre autres de thérapie. Oui, non, en plus, l'histoire des Champs Saint-Bernard, c'est très lié à l'histoire de pèlerinage, en fait, des pèlerins qui dépassaient les Alpes. Quel est le poids d'un Champ Saint-Bernard, Christian? Je suis un petit peu curieux. C'est plus que 100 kilos, 115? Non. Dans les 65, 70, 75 kilos. Après, ça dépend du chien, mais autour des 70 kilos à peu près. Est-ce qu'on peut marcher le long de la Francigena sur le dos d'un Champ Saint-Bernard ou pas? Non, pauvre chien. Par contre, on peut marcher avec des chiens. Il y a des excursions qui sont proposées. Et puis, chaque année aussi, donc, les chiens résident en permanence à Martigny, mais pendant la saison d'été, une partie des chiens se retrouvent le col du Grand Saint-Bernard. Et donc, il y a une INALP qui est faite, comme pour les vaches, l'INALP et la des Alpes, où là, on peut accompagner les chiens sur une partie du parcours pour leur monter au col du Grand Saint-Bernard ou au col du Grand Saint-Bernard même. Donc, on peut les voir, on peut les visiter. Et il y a aussi un musée consacré à l'histoire du col. Donc, OK, je crois que bon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est presque 18 heures en fait. Donc, c'est passé très vite et merci. C'était très passionnant pour moi aussi de vous suivre, de vous écouter et ça donne vraiment envie de se mettre sur le roue bientôt. Et Julien, Christian, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Sinon, avec Julien, peut-être on va aussi se rencontrer aussi la semaine prochaine pour parler de la Via Francigena en France,
avec Martine et Leslie. Donc, je vous donne déjà les rendez-vous sur le parcours la semaine prochaine à 18h avec Martine, vice-présidente et randonneuse de la Francigena, Leslie, responsable de l'Office du tourisme Francigena en France et randonneuse aussi, et Julien qui va nous aider pour découvrir un petit peu la partie de la Francigena en France. Donc, merci à vous tous. Merci encore à Sophie qui voilà, grâce à Sophie. Et voilà, à toi la parole, Julien. Oui, j'aimerais répondre à une question là, de Leslie tout à l'heure qui posait la question des conditions des voies ferrées en Suisse. Donc, c'est très facile. Hein, depuis la Sarre, on a un train régional, Lausanne vers Martigny, et ensuite le transport public jusqu'au Grand Saint-Bernard. À noter aussi que cette montée au col du Grand Saint-Bernard, elle est facile en termes pédestres sur la voie romaine, en gros du 15 juin à la fin septembre, mais sinon on est dans des conditions de neige. Et puis voilà, je terminerai simplement en te remerciant Luca, merci Christian pour tous ces apports historiques, et puis vous faire un petit clin d'œil parce que sur le site de suisseitinérance.ch, on peut commander ces topo guides, et le dernier envoi que j'ai fait hier, c'est un topo guide qui est parti au Canada, d'une personne qui a trouvé notre site internet, qui a certainement envie de venir découvrir la Via Francigena. Donc, si on peut envoyer des topo guides au Canada, c'est qu'on peut les envoyer en France, évidemment en Suisse, pour découvrir ce pèlerinage qui va s'inscrire dans le temps aussi fort et aussi puissant que son grand frère Saint-Jacques de Compostelle. Alors, je vous souhaite une bonne rando et une bonne soirée. Merci, et donc à bientôt Julien, à bientôt Christian. Christian, tu dois ajouter quelque chose pour c'est un bonjour public. Je voudrais juste dire que pour les territoires qui sont traversés, quel que soit le territoire, la Via Francigena, c'est une fabuleuse ouverture sur le monde. C'est des rencontres magnifiques, d'accueillir les gens qui sont en train de marcher, de traverser notre territoire, juste d'avoir un échange, d'échanger quelques mots, d'aller prendre un verre ou d'accompagner une personne. Donc là, il y a vraiment cette dimension humaine qui est essentielle et qui est une valeur très très forte de la Via Francigena qui s'ajoute à tout ce qui est paysage et histoire. Mais cette dimension humaine, elle est vraiment essentielle. Et puis, on se réjouit beaucoup de pouvoir vous accueillir. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Et puis, voilà, ce sera encore de beaux moments de partage sur cette voie. Donc, on salue à vous tous, aussi au nom de Massimo Tedeschi, le président de la EVF, qui est là avec nous. Massimo, c'est un petit peu le moteur de la Francigena européenne, Mystery Europe. Donc, salut Massimo, bonjour à vous tous. Et voilà, découvrez la Francigena en Angleterre, en France, en Suisse. Et à bientôt, à mardi prochain, pour parler de la Via Francigena en France. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée.